Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de l'épisode 60 de l'école des facs. Telle la cime des arbres qui se découvre en cette belle saison, l'équipe est ce soir un peu dégarnie, mais contrairement aux températures qui baissent en ce début d'automne, nos cœurs restent brûlants à l'idée de vous retrouver. Ce soir, deux sujets qui s'annoncent passionnants. Si vous sentez une présence qui regarde au-dessus de votre épaule, c'est normal, nous allons parler de lurking. Mais avant cela, nous allons évoquer le commerce en ligne depuis l'autre bout du monde ou parfois juste à côté. Mais pour ce faire, je suis ce soir encore merveilleusement entouré, car devant leur micro, je peux voir les sourires dans l'ordre de Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir, bonjour. Je peux voir le sourire de Sous-X. Salut à toutes et à tous, bonsoir les amis. Je ne peux pas voir le sourire de Julien qui a coupé sa caméra, mais bonsoir Julien. Mais il est là, bonsoir poète Simon. C'était très... J'ai été très ému. Oui. Ah c'est les feuilles, c'est... La beauté des feuilles qui roussissent en cette saison qui me meut énormément. L'automne te sied à ravir. L'automne me sied à ravir. Et pour terminer ce merveilleux casting, il nous reste Karen. Salut, bonsoir. Ah, j'espère que vous êtes motivés pour se lancer dans cet épisode 60. Et je pense que c'est Kepra qui va ouvrir le bal. Tout à fait. Et ce soir, je vais vous parler de la lutte contre le commerce en ligne étranger. À vouloir défendre nos industries, sans savoir simplement faire payer les entreprises, les commerçants, nos législateurs s'essayent à des méthodes faisant payer le consommateur, pour le pousser à consommer local, idéalement en magasin, pour soutenir l'économie. Mais est-ce vraiment efficace ? Étant de fins connaisseurs des internets, vous savez que si une telle question est posée, la réponse est nécessairement non. Mais laissez-moi creuser un peu. Le premier exemple marquant sur lequel je voulais revenir date déjà d'il y a plus de 7 ans. Un autre monde. Donc, j'ignore si vous vous souvenez, mais un choc juridique était supposé bouleverser toute une industrie et permettre à nos libraires de retrouver leur pactole d'antan. La gratuité des livraisons de livres en France est interdite, à compter du 10 juillet 2014. Évidemment, cette loi visait principalement Amazon, le géant de la vente en ligne de livres et de la vente en ligne en général. Passons sur le fait que la loi était de base absurde, en interdisant la gratuité plutôt que d'interdire la vente d'un service de livraison à perte, mais passons aussi le fait que ce qui tue les libraires traditionnels est bien plus les grandes surfaces, culturelles ou non, que la vente par Internet. 44% des ventes en grandes surfaces culturelles ou généralistes contre 21% par Internet, soit moins qu'en librairie traditionnelle à 22%, alors même que les acheteurs en ligne sont probablement ceux qui cannibalisent le moins un autre canal physique. Bref, je divague, mais j'en arrive au fait. Dès le lendemain de l'application de cette loi, on pouvait voir qu'elle avait surtout permis un énorme coup de pub pour Amazon, tant par ses frais de port à 0,01 € pour les livres, que pour la mise en avant de son service premium, devenu Prime depuis, intégrant la gratuité de toutes les livraisons. En plus de ne pas avantager les libraires traditionnels, la mesure a même joué coup double, en assurant la mort de libraires français en ligne, ne pouvant s'aligner sur le tarif ridicule proposé par Amazon, simple provocation face aux législateurs. Et c'est ce point qui m'amène à mon deuxième exemple, bien plus contre-productif encore, tellement il concerne l'intégralité du commerce en ligne, et ce, à travers l'Europe et non plus la France uniquement. La taxation de tous les produits envoyés de pays tiers à l'Union européenne d'une valeur supérieure à 22 €. Cette taxe, en application depuis le 1er juillet 2021, était supposée mener à une hausse des tarifs de 20 à 30%, d'après les nombreux articles alarmistes sur le sujet, comme par exemple « AliExpress, c'est bientôt la fin du géant chinois du e-commerce en France ». hightech.fr le 27 avril 2021. Vous commandez sur AliExpress, Wish ou Amazon, voici pourquoi ce sera bientôt moins intéressant. ladépêche.fr, 27 avril 2021 toujours. Et enfin, AliExpress, Wish, la bamboche des prix bas, c'est fini par ZDNet, le 28 avril 2021.
Très bon titre. Très très bon. Et finalement, cette taxe, qui n'est rien de plus en réalité que l'application de la TVA et des droits de douane, va-t-elle remplir les caisses des États européens ? Eh bien pas du tout, et je pencherai même vers un risque de détérioration de la concurrence des commerces locaux face à ceux des pays tiers. En effet, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà effectué des commandes sur un site comme AliExpress par le passé, l'un des principaux problèmes est le délai de livraison. Il n'était pas rare de voir des délais annoncés de 3 à 6 semaines. Commander en Chine pour devoir attendre 3 à 6 semaines quand Amazon livre dès le lendemain, quelle hérésie! Les commerçants avaient donc déjà initié une stratégie avec les entrepôts délocalisés permettant d'assurer une livraison dans la semaine depuis différents pays d'Europe. Les décisions de l'Union européenne n'ont fait qu'accélérer cette tendance et depuis le 1er juillet 2021, c'est le double effet qui se coule. Vous payez toujours aussi peu cher qu'avant, votre commande restant pour un produit expédié depuis l'Union européenne et en plus, vous n'attendez pas plus longtemps que sur bien des sites e-commerce français, une commande un dimanche vous sera sans doute livrée avant votre prochaine sortie shopping le samedi suivant. Je comprends que les législateurs réfléchissent à des mécanismes permettant de récupérer des sous. Mais visiblement, ces réflexions ne sont pas très abouties. Peut-être qu'il serait temps, mais ça nécessiterait une réflexion et un accord au niveau global, de nationaliser les impôts sur les sociétés, assurant que le chiffre d'affaires généré par les résidents d'un pays soit taxé au profit direct de ce même pays, parce qu'on connaît bien les Apple, Google et même tous les autres acteurs hors GAFAM avec des sièges sociaux intra-UE, mais avec des conditions fiscales avantageuses. Coucou l'Irlande, par exemple. Et vous alors, vous voyez une solution pour nous protéger de ces affreux non-européens qui tuent notre économie locale ? Le protectionnisme. Excellente question, excellente question. Et est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter ? Merveilleuse question. Tu veux y aller en premier, Karen, ou tu veux que j'y aille ? Parce que je pense qu'on a 2 points de vue différents. Non, vas-y. Le mien est pas très construit et fait peu avancer la question. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vis dans un pays où Amazon n'existe pas, la Suisse. Et en fait, depuis la nuit des temps, en tout temps, l'homme suisse a fait du protectionnisme un pilier de son économie et en fait met en place ce qu'est en train de mettre l'UE en fait avec ses taxes, mais vraiment à un niveau tellement élevé que si t'es pas en produit intérieur, c'est très très compliqué de venir vendre en ligne quelque chose aux gens suisses. Et je dois avouer que j'ai l'impression que les commerces le subissent beaucoup moins. Alors je dis pas que je vois des libraires à tous les coins de rue, hein, ou des quincailleries ou des magasins d'électroménager, mais j'ai l'impression que le commerce en ligne est assez faible du coup en Suisse, même s'il y a des solutions nationales qui existent et qui ne sont que des solutions financées par la grande distribution suisse, donc la Migros et la Coop. Et je trouve ça pas mal en fait. J'avoue que quand je suis arrivé, ça me faisait un peu chier de pas pouvoir commander parce que j'étais un gros consommateur d'Amazon quand j'étais en France. Bouh! Je l'avoue. Je l'avoue, je n'ai pas honte. J'avais même pour le délire, acheté un bouton Dash pour le papier toilette, hein, pour vous dire à quel point j'étais dedans. Ils ont arrêté les boutons Dash. Oui, mais ils ont été remplacés par les balances d'étagères. En fait, c'était un bouton, quand t'appuyais dessus, ça commandait automatiquement, mais c'était pour un seul produit. Donc genre du papier toilette. T'avais des préservatifs, t'avais je sais pas quoi, et t'appuyais sur ce bouton, et ça envoyait tout de suite une commande à Amazon, et le lendemain t'avais ta commande. Et donc tu as le même principe maintenant avec des balances d'étagères, où tu mets ta petite balance très fine, très légère sur une étagère, tu la paramètres pour dire que ce sera ta lessive, ton papier toilette, tout ce que tu veux. Et en fait, quand il détecte que ça passe sous un certain poids, la commande est lancée pour que tu ne manques jamais de lessive et tu n'as même plus besoin d'appuyer sur le bouton pour effectuer ta commande. Wow. Et donc l'avantage de ce bouton, c'est qu'il avait un petit autocollant, tu pouvais le coller à côté de ton rouleau de papier toilette, là où tu mets ton rouleau de papier toilette, comme ça, bah tu pouvais appuyer dessus au moment opportun.
C'est pas beau la technologie. Trêve de plaisanterie, c'était pas une plaisanterie parce que c'est vraiment, c'était la réalité véritable. Mais le modèle suisse est pas mal, sachant qu'ils ne font pas du tout de livraison en 24 heures. C'est pas le délire. C'est beaucoup plus lent et ils privilégient plutôt le retrait en magasin que la livraison chez soi. Ça fait très cliché suisse. Les Suisses parlent lentement et vivent lentement et ils sont patients. Et puis c'est pas bon pour l'écologie. De quoi ? Bah, si tout le monde commande et tout le monde doit se bouger pour aller en magasin, ça fait tout un tas de véhicules qui se déplacent. Alors que si t'as un livreur qui fait le tour, ça fait qu'un seul véhicule. Écologiquement, c'est... Si tout le monde doit être livré en 24 heures, ça veut aussi dire que tu multiplies le nombre de trajets pour faire plus de livraisons, potentiellement. Tu fais une boucle parfaite. Mais ça faisait vraiment partie des études qui avaient été faites, hein. Par exemple, pour faire venir des tomates depuis l'Espagne, il y avait les gens qui s'insurgeaient de la pollution que ça pouvait représenter. Il y avait des études qui avaient été faites pour expliquer que si chaque petit producteur devait prendre sa petite camionnette pour amener sa micro-cagette de tomates au supermarché, finalement, ça polluerait encore plus que d'avoir un seul gros moteur qui amène toutes ces tomates depuis l'Espagne. Enfin, il y a vraiment des modèles qui avaient été établis à ce niveau-là, donc si on ne se base vraiment que sur la pollution, il y a même encore moyen de voir que c'est pas forcément là le souci. Le problème, il n'est pas forcément sur la pollution, je pense. Il est plutôt sur le tissu social et le tissu économique qui va se diluer si on procède uniquement comme ça. Oui, c'est ça. Oui, la question de la fiscalisation de ces gros sites de vente, c'est pas. Enfin, le problème, il n'est pas sur la livraison, quoi. C'est sur non. Tout ce qu'ils font d'autre. Et il y a aucun avantage à commander en ligne par rapport au magasin d'un point de vue prix aussi. Ils font gaffe à ça. Et le dernier point, c'est que moi, je commande beaucoup sur un site qui s'appelle Digitech, qui est donc du coup l'Amazon de la COP, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Mais qui est le site de vente électronique. Et tu peux à chaque fois compenser ta commande en CO2. Voilà. Pour le CO2 de la livraison, il me semble. Ça, faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille vérifier. Mais alors, du coup, oui, c'est que Amazon ne livre pas du tout. Amazon.ch n'existe pas en fait. Ils ont pas d'entrepôt. Tu peux rien commander. Tu peux rien te faire livrer sur une adresse suisse. Ok. D'accord. Tu ne peux pas te faire livrer carrément ? Non. S'ils ont aucun partenariat avec des... Ils ont pas de partenariat avec la poste. Ouais. Et ce qui fait que, alors, je crois que j'ai réussi une fois à me faire commander, à commander un truc, mais c'était pas la bonne adresse. Et la poste, elle laisse le truc pourrir et elle le renvoie chez Amazon en Allemagne juste après, quoi. D'accord. Parce que nous, on n'a pas non plus d'Amazon.be. On doit passer par Amazon.fr. Mais par contre, ils ont vraiment un gros partenariat. Oui, en Union européenne. Ils ont un gros partenariat avec la Poste en Belgique, même qu'on avait eu tout ce problème en début de confinement en 2020 où on leur avait un petit peu interdit de continuer à livrer à ces rythmes-là. Il y avait des gros délais dans certaines livraisons. On n'était plus à le lendemain ou le surlendemain. Il y avait vraiment eu des gros ralentissements. Mais oui, l'absence d'un site national n'est pas forcément signe de l'absence du magasin. Mais oui, s'il y a aucun partenariat avec la Poste, j'imagine que ça peut rendre ça très compliqué, ce qui est pas forcément un mauvais système, mais j'imagine que ce serait un petit peu pareil si en Belgique on décide que la Poste ne peut pas collaborer avec Amazon, pas avoir un partenariat commercial comme ils l'ont maintenant. J'imagine qu'ils seraient en effet très très pénalisés, oui. Mais alors, du coup, je sais pas exactement comment ça fonctionne en Suisse, parce que du coup, il y a plusieurs choses. Tu disais que les prix sont pas moins intéressants en magasin et tout ce truc de livraison et tout ça. Mais du coup, oui, ça semble en tout cas assez intéressant pour lutter contre le truc, parce que je disais tout à l'heure très vite qu'une des solutions c'était le boycott, mais la réalité c'est que le boycott ça ferait reposer la solution sur plein de personnes qui mériteraient de faire plein de petites actions individuelles, alors que visiblement l'État peut faire quelque chose comme c'est fait en Suisse. Donc
pour ma part, je suis plutôt sur ces solutions-là. Mais le problème, c'est qu'un acteur comme Amazon est l'un des plus gros générateurs d'emplois. Bah, après, oui, je ne parle pas de la qualité de l'emploi, mais je voilà. parle du point de vue des politiciens. C'est l'un des arguments clés. T'es obligé d'aller à coup de manifestation dans les différentes villes où ils veulent installer des entrepôts parce que la promesse des emplois plaît bien aux responsables politiques locaux en se disant ça va régler mon problème d'emploi sur le bassin local. Oui, j'en avais parlé en début d'année, que tout ça, en fait, c'était un peu du vent en plus parce que c'est des promesses d'emploi au moment de la création de l'entreprise, mais sur le long terme, c'est full pipeau, quoi. Enfin, c'est de l'emploi précaire, des gens qui se font virer, qui se retrouvent, qui ont des salaires de merde et des conditions de travail de merde. Donc oui, c'est des solutions qui plaisent à certains politiques, mais comme partout, mais qui sont pas, mais qui sont pas tout à fait plausibles, quoi. Moi, c'est tout pour moi. On parlait du livre de base dans ta chronique, du coup, qui est prêt par rapport à l'interdiction de vendre des livres sans frais de livraison. Donc c'est ça ton postulat de départ. Mais en plus, le livre reste un produit avec un statut assez particulier, vu qu'il y a le prix du livre qui est régulé. Ouais. Ça, c'est fou qu'il n'y ait pas une concurrence. Enfin, je réfléchis ici en Belgique. Qu'est-ce qu'on a comme enseigne qui peut lutter contre ça? On a la Fnac et on a les magasins Club, qui sont une grande chaîne que tu peux retrouver plus ou moins dans tous les centres commerciaux, qui sont des librairies, papeteries à gros volume. Mais on n'a pas vraiment quelque chose de local pour lutter contre ça. Vous avez quelque chose en France qui peut aller vraiment face à ça? Mais c'est pour ça que je disais, moi, que ça n'avait rien de connecté. Enfin, là, on remonte sur un vieux truc de 2014, mais c'est pour ça que pour moi, il n'y avait pas d'alternative. Enfin, les gens qui commandent en ligne, c'est pas les gens qui avant allaient en centre-ville pour passer 3 heures dans le petit chez le libraire, aller lui demander ses recommandations du moment, etc. Enfin, ça, il y en a de moins en moins des gens qui font ça, et c'est dommage pour les libraires, mais c'est pas le fait qu'Amazon existe qui va changer grand-chose. Et les gens qui allaient dans les boutiques et qui se moquent un petit peu d'avoir un avis très détaillé par un libraire, maintenant ce qu'ils font, c'est comme ils font par rapport à toutes leurs autres courses qui se sont excentrées, c'est qu'ils vont au Carrefour, au Leclerc, etc. et qu'ils achètent leurs bouquins pendant qu'ils font leurs courses. Donc le problème, il est massivement quand même à cet endroit-là pour les pauvres petits libraires. Donc je pense pas qu'il y ait de solution. La loi contre les frais de port gratuits sur les livres, c'était typiquement un coup d'épée dans l'eau parce que enfin vraiment ça n'a aidé personne, ça a fait un coup de pub. Ça a aidé les impôts. Parce que c'est Carrefour qui est imposé, qui est installé en France ou en Belgique, qui maintenant vend les livres avec les impôts versés dans le pays où le magasin se situe. Donc dans l'absolu, l'État s'y est retrouvé. Bon, l'acheteur et le libraire non, mais c'est encore autre chose. Oui, les libraires surtout, parce que les acheteurs, leur produit est toujours dispo quelque part et accessible et au même prix partout, donc ça changeait. Par contre, le service et le conseil, ça reste autre chose. Ouais. Et Sous-X, on t'entend pas beaucoup, Sous-X. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que je suis pas d'accord avec Julien quand il dit que c'est pas plus intéressant d'acheter en ligne qu'en magasin. Je pense notamment aux franchises. Je prends l'exemple d'un magasin qui est franchisé. Il va avoir des prix en magasin, alors que le site qui est lui national va faire des offres promotionnelles en permanence toute l'année que tu retrouveras pas en magasin. Donc c'est quand même globalement plus intéressant de commander en ligne. Pour ce qui est de supprimer, d'interdire la livraison gratuite et puis après la suite avec on va augmenter les taxes pour la livraison, je suis de votre avis. Nous on n'y gagne rien, ceux qui vendent n'y gagnent rien. Il y a que dans les poches de l'État que ça rentre au final. Mais pourquoi ils ont mis la barrière à 22 €?
Tu sais ça, Kepra, au niveau des douanes? Je pense que c'est parce que en dessous d'un certain montant, les frais de gestion de ce type de dossier sont un peu contre-productifs en fait. Donc si tu dois traiter des dossiers de douane de 20% sur un bien à 5 €, tu te retrouves vite. Enfin, je pense que chaque dossier traité sur ce type de truc doit coûter déjà 7-8 € minimum entre le temps passé par l'humain, les paperasses, je sais pas quoi. Donc en effet, il faut quand même. Ouais, c'est plus rentable. Fixe. Voilà, c'est pas très rentable. C'est 22 € par commande. C'est ça. Oui, donc, tu peux diviser tes achats. Tu fais 2 achats de 10 €, c'est l'article. Tout à fait. Oui, donc c'est encore une belle mesure à la con. Bien résumé, je pense. Très très beau résumé. Ok. Mais j'ai pas beaucoup plus d'idées pour aider à lutter contre ces géants du e-commerce. Mais... Et puis moi, je suis totalement pour, donc désolé. Le e-commerce ? Ah oui, complètement. Pourquoi ? Parce que c'est notre mode de vie qui a changé aujourd'hui. On n'a plus envie de perdre du temps à bouger dans des grands magasins, à s'entasser comme des moutons. Même les courses, hein, le drive en est un exemple parfait. Non, mais là, ça parlait plus spécifiquement d'acheter sur des pays, chez des commerçants dans des pays localisés dans des pays qui ne profitent pas à ton économie, si ce n'est nationale, au moins de la zone euro. Oui, mais reprends l'exemple des tomates. C'est des tomates que tu vas acheter en France, mais qui viennent d'ailleurs, de toute façon. Ah non. Ah non. Moi, j'achète mes tomates de saison et locales, monsieur. Non, mais je reprenais l'exemple de Simon. On a énormément de fruits et légumes qui viennent d'autres pays et on les achète en France alors que ça ne vient pas de France. La plupart des produits qu'on achète, des produits technologiques qu'on achète aujourd'hui ne sont pas fabriqués en France. Donc si on veut aller purement dans ce sens-là, c'est ramener la fabrication nationalement et puis acheter français purement. Non, parce que tu as quand même t'as quand même un petit entre-deux qui existe et qui fait que si tu achètes ton produit à la Fnac, même sans passer chez le commerçant du coin, à la Fnac, tu vas avoir des salariés français qui vont acheter leurs baguettes avec leur salaire de leur boulot français dans leur commerce du coin, le boulanger, enfin bref, t'as tous les emplois directs et indirects qui sont liés à ton petit achat sur le site français plutôt que sur le site chinois. Donc même si le produit n'est pas fabriqué en France, tout ce qui en découle ensuite dans la chaîne de logistique et de la vente bénéficie quand même beaucoup plus au local après. Si jamais il se passe plein de choses en arrière-plan. Oui, mais il n'y a pas que la production. Je reste positivement persuadé que tout ce que la technologie détruit aujourd'hui comme emploi, elle va le remplacer par d'autres nouveaux emplois. Donc je suis pas trop inquiet sur Monsieur Schumpeter, sur le fait de voir la Fnac disparaître. Ça ne me dérangera pas plus que ça. Mais je pense c'est Schumpeter, oui. On a un chouette exemple ici, par exemple, on va revenir sur le matériel photo, qui est un rayon high-tech qui me parle particulièrement. On a un magasin, enfin une grande chaîne de magasins de photos ici en Belgique, Photogalerie, qui ont plusieurs enseignes un petit peu partout. Ils ont un e-commerce qui est très très compétent. Ils ont des prix qui sont généralement en dessous de ceux d'Amazon, ce qui reste assez notable quand même pour ce genre de produit. Mais tu peux avoir l'option de livrer en magasin et tu vas aller le chercher en magasin. Et là, quand le dernier objectif que j'ai commandé chez eux, je suis arrivé en magasin, on m'a dit écoutez, avant de partir, vous avez votre appareil photo avec vous, on va l'essayer. Si l'objectif vous plaît, vous partez avec, sinon vous le laissez ici. Enfin, il y a tout un service qui est disponible en allant en magasin, en ayant fait ta commande en ligne, en ayant pu faire ton choix avec ton petit e-commerce qui te permet d'avoir tout, d'avoir le prix, d'avoir les disponibilités, d'avoir les délais de livraison, tu vois. Donc t'as un gros avantage qui peut être un bel intermédiaire. Non, ça c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que si tu te le fais, si un jour d'automne bien dégueu, il pleut, il fait froid, est-ce que t'as envie de sortir pour aller au magasin? Pas vraiment, je pense pas.
Pour aller essayer un objectif à 800 € plutôt que de le commander à l'aveugle, oui. Non, bon, si tu le payes moins cher, bon, si tu le payes vraiment moins cher, qu'il y a vraiment une différence et que tu vas pas perdre, même prix, tu vas pas perdre en essence en plus, voilà. Par contre, question intéressante, quand tu te fais livrer en magasin, est-ce que tu bénéficies des conditions, parce qu'en France on a ça, pour tout ce qui est vente à distance, t'as 14 jours de rétractation. Est-ce que tu bénéficies des mêmes conditions quand tu fais un retrait en magasin ou pas? Oui. Oui, hein. Oui. Mais parce oui, que t'as un ticket de caisse, droit de rétractation quand tu achètes en magasin, de toute façon. C'est le fait que tu aies fait ta commande en ligne qui compte. D'accord, ok. Et tu n'as pas de frais de livraison quand tu vas rechercher en magasin, d'ailleurs. Oui. Oui, c'est un avantage. Mais le conseil, ça reste quand même quelque chose d'important, quoi, tu vois, c'est... Quand tu achètes du matériel high-tech, et c'est pas, je n'ai pas la Fnac, je ne leur porte pas un amour très particulier. Les vendeurs de la Fnac sont généralement des personnes qui prennent la boîte sur l'étagère et te lisent l'étiquette à côté de toi sans savoir de quoi ils parlent. Donc ça n'a pas forcément de plus-value, mais quand tu vas dans un magasin avec des personnes vraiment passionnées qui vont pouvoir t'expliquer sans toucher à la boîte, ah, vous avez choisi tel objectif, vous avez quoi déjà chez vous, vous avez celui-là. Ouais, c'est exactement celui qui vous manque pour faire ceci. Le mec vient avec un conseil, avant même que tu aies acheté l'objectif, et te confirme si tu as fait le bon choix ou pas. Il y a vraiment un service que tu peux avoir, comme tu peux avoir un service comme ça avec du livre. Il y a de plus en plus maintenant de librairies, mais qui ont des e-commerce ou que tu peux contacter via les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu peux poser la question, est-ce que vous avez tel livre? Est-ce que vous me le conseillez? J'aime ceci, j'aime cela. Et après, tu vas le chercher dans la librairie, mais t'as pas été obligé de sortir pour rentrer déçu chez toi parce que le livre n'est pas là. Enfin, il y a de plus en plus d'options qui te permettent d'avoir cet avantage, ce confort de savoir si le produit est là sans être obligé de le commander très loin et de faire fonctionner d'autres industries. Je m'adresse à Audrey du futur, qui aurait été très déçue par les propos de Sous-X, parce que elle est quand même fervente défenseuse du commerce local. Et je sais que c'était une discussion qu'il y a eu il y a pas si longtemps. Donc elle serait outrée d'entendre les propos de Monsieur X. Et elle sera outrée quand elle aura entendu ça. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai fait du commerce, j'ai fait de la vente pendant 20 ans, donc je sais ce que c'est que le contact et le conseil du client. Mais on comprend mieux pourquoi tu as arrêté. Voilà, tout à fait. C'est une bonne chose pour les clients. Oui, je défends aussi. Les deux mondes peuvent cohabiter. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, moi aussi, je défends beaucoup l'achat local en direct dans des petits commerces et l'emploi local et tout ça. Mais je suis pas non plus contre le e-commerce et toutes les plateformes qui permettent d'acheter en ligne plus facilement et de gagner du temps. Le service, c'est cool, mais quand même... c'est un truc dont t'as besoin une fois sur 10 quand tu vas acheter quelque chose, quoi, que ce soit des bouquins, du matériel techno, de la bouffe ou n'importe quoi... T'as pas besoin de conseils à chaque fois, donc ça peut pas être l'argument qui fait que il faut absolument maintenir ces commerces. Mais par contre, là, vu qu'on parle de trucs genre AliExpress et autres trucs du genre, je me dis quand même que c'est quelque chose contre lequel il faut un petit peu lutter, parce que tout ce qu'il y a derrière, c'est des marchandises de basse qualité avec des gens qui travaillent dans des mauvaises conditions, un peu loin. Il y a beaucoup d'enjeux écologiques et sociaux derrière ces trucs-là, et voilà, quoi. Enfin, on peut pas laisser... Enfin, si on laisse tout ça se développer... ça l'est déjà, en vrai, c'est complètement installé, c'est rentré dans les habitudes de consommation de beaucoup de gens, et enfin, pour moi, le vrai problème, c'est que ces trucs-là représentent tout ce qu'il y a de surconsommation et de capitalisme et tout ça. Je me répète souvent, mais enfin, c'est tout ce qu'il y a derrière qui devrait être un peu mieux contrôlé, quoi. Mais enfin, moi je trouve, je suis pas d'accord avec toi, Sous-X. Normalement, sur l'achat en commerce physique, t'as quand même le SAV. Enfin, je veux dire, à mon avis, appeler le SAV d'Alibaba, ça doit être marrant, quoi. Déjà, vu la qualité de ce qui est vendu, tu dois quand même l'appeler souvent, et puis ça
c'est un peu l'équivalent de la, comment ça s'appelle le fait d'acheter le dropshipping. Non, Non. d'acheter des fringues. C'est la junk. La fast fashion. La fast fashion. Alibaba, c'est quand même la fast électronique, quoi. Enfin, tout le monde sait que le SAV, ça sert à rien. Donc, t'achètes le truc qui marche pas, tu le jettes. Enfin, c'est quand même, d'un point de vue. C'est suffisamment pas cher pour pas que tu te fasses chier à. Tu vas faire quoi? Tu vas le renvoyer 4 semaines pour que ça retourne chez l'expéditeur, 4 semaines pour que ça revienne. Alors vous avez aussi des produits totalement identiques, enfin des produits qui sont vendus dans les magasins classiques français qui sont vendus sur ces plateformes-là. Hein. Il n'y a pas que les chinoiseries de basse qualité. Hein. Il y a aussi des produits qui sont exactement les mêmes. Vous les retrouvez en France vendus 2 fois plus cher, mais ce sont exactement les mêmes. Je ne dis pas que ça défend la chose, mais il n'y a pas que les produits jetables dont on ne connaît pas la qualité d'avance. Et 2, normalement en magasin, t'es censé avoir un conseil qu'il est quand même beaucoup plus dur d'avoir en ligne, quoi. Oui, mais pour ça, il faudrait aller dans des petites boutiques spécialisées, comme dit Simon, où les vendeurs s'y connaissent complètement. Et comme disait Kepra, aujourd'hui, quand t'achètes un livre, tu l'achètes en faisant tes courses. Donc t'as pas le conseil en magasin. Et à la Fnac, oui, je suis d'accord avec Simon. Le mec, il prend la boîte, il dit ce qu'il y a dessus, et basta. Je sais pas, oui, effectivement, chez Leclerc, Carrefour, Monoprix, t'auras pas ton conseil. Enfin, ça sera rare d'avoir un conseil avisé, mais si tu le vas dans une boutique spécialisée, c'est quand même normalement la raison numéro 1, quoi. Ouais, mais au-delà du stock. Les boutiques spécialisées. T'auras pas le même choix non plus. Les petites boutiques spécialisées aujourd'hui n'ont plus les moyens de vivre. C'est tué par les grands magasins et les grandes enseignes. Donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est les magasins qui vendent du luxe. Pour l'audio, pour la technologie, comme Apple, et voilà, c'est tout ce qui reste. C'est les seuls qui ont les moyens de subvenir à leur boutique. Les librairies, ça existe encore, qui fonctionne, mais ce sont des librairies qui vont te vendre quelque chose que justement tu ne trouves pas dans ton supermarché, qui vont te proposer des bandes dessinées que tu trouves pas chez Carrefour, qui vont te proposer ce genre de produits qui sont vraiment spécifiques, de niche, qui vont avoir dans leur panel peut-être des premières éditions, des livres anciens, enfin qui vont avoir vraiment des produits complètement différents avec la petite recommandation que tu n'auras pas ailleurs. Enfin, ils ont toujours leur intérêt. Oui, mais par contre, économiquement, les librairies, c'est encore le livre, c'est encore le seul produit protégé au niveau prix, quoi. Ouais. Il y a pas ça du coup, il y a pas ça niveau tech, niveau autres produits culturels, et le fait est que il y a moins de disquaires, et plein d'autres commerces, mais peut-être que la solution elle est là, quoi, c'est de les protéger protéger économiquement le produit si tu veux que les commerces subsistent. La question, c'est est-ce qu'on veut que ça subsiste ou pas, quoi. Moins de disquaires, je pense que le mot est même encore un petit peu faible. Oui, mais ça, c'est pas pareil, tu vois. C'est comme le vidéoclub, quoi, tu vois, le mec qui te conseillait la cassette que tu venais louer le vendredi soir pour passer le week-end, Ouais, mais quand le marché fait que le bien de consommation devient numérique ou digital, ça me choque moins que les disquaires disparaissent. Enfin, c'est chiant, hein, mais ça me choque moins que le livre où j'ai l'impression que la liseuse, ça a pas non plus c'est pas encore tout à fait ça l'adoption. Parce que le livre est protégé. Vraiment, tout repose là-dessus. Hein. D'accord. La vente dématérialisée, au moins, ça ne génère pas du travail déshumanisant à la chaîne dans des conditions déplorables, quoi. Pour des salaires ridicules, on va dire. Ça ne te fait pas travailler dans des entrepôts à devoir faire pipi dans des bouteilles. Ah putain, horrible. C'est un des avantages de la dématérialisation, peut-être, oui. De ne pas générer du travail très précaire, quoi. Ok. Mais ça en supprime, mais ça ne gère pas de l'emploi précaire. Je ne sais pas si on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur ce sémillant sujet? Non, je pense qu'on est bien. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Et qu'on va du coup pouvoir passer à Karen qui va nous parler de Turquie.
J'ai une confession à vous faire. Certains... Quoi ? On t'écoute. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un problème de son. C'était un A de surprise. Ah. Tout à fait. Ok. Certains et certaines, certains, vu que ce soir je suis que entourée de... Bref, certains et certaines autour de la table le savent déjà, mais le principe de mon vice, c'est qu'il ne se voit pas. Car, je vous l'avoue, je suis une lurkeuse. Une très grosse lurkeuse. To lurk en anglais, ça veut dire se cacher, se tapir, rôder. Comme une petite fouine qui attend que quelque chose se passe. Et depuis quelques années, ça veut aussi dire, je cite le dictionnaire Word Reference, sur un forum, observer et lire les messages sans participer. Exemple, Richard aimait observer les forums sur internet au sujet de ses livres préférés, mais n'aimait pas y contribuer. Donc moi, je suis un peu comme Richard, j'aime observer, mais je contribue peu. Je fais partie d'au moins 4 serveurs Discord que je lis régulièrement, mais auxquels je contribue que peu, voire pas du tout. Je lis le Slack de la boîte pour laquelle je suis presta sans même dire bonjour. J'examine les publications de mon groupe Facebook de pâtisserie en ne lâchant qu'exceptionnellement un petit bravo sous un gâteau réussi. Donc clairement, je suis une lurkeuse. Mais je ne suis pas la seule. Comme nous l'explique un article de 20 minutes intitulé « Qui sont les lurkers, ces membres influents qui forment la majorité silencieuse d'Internet ?» Il y a des lurkers de toute espèce. Je cite « Le lurker est cet internaute qui utilise les réseaux sociaux régulièrement sans y laisser de traces. Il s'intéresse à un sujet sans jamais prendre part à la conversation. Le lurker ira par exemple lire les critiques d'un film après l'avoir vu pour avoir les points de vue d'autres internautes. Il ira sur un forum dédié à un jeu vidéo qui l'intéresse pour se tenir informé des dernières actualités, mais n'écrira jamais à la communauté. Il se connectera souvent sur la messagerie de son entreprise, sans jamais poster de message à son tour. » Difficile d'estimer quelle proportion des internautes représentent les lurkers. Les chiffres varient de 50 à 90%, c'est très vague, mais globalement on peut dire que ça fait beaucoup. Et maintenant qu'on sait qui sont les lurkers, on peut se poser 2 autres questions. Pourquoi les lurkers lurkent ? Et les lurkers vont-ils mener l'Internet 2.0 ? Oui, à sa perte. Ça balance. Alors, j'ai utilisé Internet 2.0 dans son sens correct, donc je me le suis permis. En ce qui me concerne, je me contente de lurker pour plusieurs raisons. D'abord, quels que soient les cercles auxquels j'essaie de m'intégrer, j'y vais à petits pas. C'est-à-dire que, même dans la vraie vie, avec des gens que je viens de rencontrer, j'écoute, j'observe, j'apprends des autres, et puis pour avoir les codes du groupe, pour éviter de commettre des maladresses, de paraître indiscrète, forceuse, voire saoulante. J'ai rien contre les gens qui sont à l'aise tout de suite, qui posent des questions et qui racontent leur vie sans filtre, mais juste, moi, je suis pas comme ça. Et puis je me dis souvent que si j'ai pas quelque chose de capital à dire, pourquoi le dire ? La deuxième raison qui fait que je lurk, c'est que même en observant, c'est dur d'intégrer une communauté qui est déjà établie, qui se connaît bien. Quand on entend des personnes parler entre elles, avoir des rêves communs, parler des choses qu'on ne connaît pas, je trouve ça pas hyper facile de se faire une place. Et puis, la dernière raison, c'est le manque de temps. Ça me frustre de pas pouvoir suivre toute une discussion à laquelle je veux participer. J'ai pas non plus le temps de tout lire. J'ai globalement de moins en moins de temps où je suis connectée. Et j'ai pas assez de temps de cerveau disponible pour partager des avis suffisamment construits à mon goût. Donc voilà, je me suis pleinement justifiée. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. Et ne jugez pas non plus les lurkers en général, puisque eux aussi justifient leurs actions ou leurs inactions plutôt, globalement par les mêmes raisons que moi. Ce qui fait de moi une lurkeuse très très banale et qui me donne encore plus envie de me terrer dans l'obscurité de mon bureau pour contempler silencieusement la vie des autres. Pourtant, même si vous m'imaginez peut-être maintenant comme une sombre sangsue, je vous jure que je suis une lurkeuse bienveillante. Quand quelqu'un fait de la promo pour un truc, j'en parle à d'autres personnes que ça pourrait intéresser par exemple. Et comme l'a expliqué Julien Falgas, docteur en sciences de l'information et de la communication et chercheur correspondant au centre de recherche sur les médiations de l'université de Lorraine, c'est une des utilités des lurkers. Ils et elles contribuent à faire circuler les idées de manière différente. Deuxième point positif, lurker, c'est aussi faire de la lecture réceptive. Autrement dit, ce que je lis me permet de découvrir d'autres opinions et de m'informer sur des sujets que je ne connais pas du tout. Dans mon cas, ça peut être les placements en bourse, les cales de vélo, la littérature SF ou la J-pop. Ça permet aussi de sortir de sa bulle filtrante.
Les lurkers et lurkeuses sont des gens qui ne parlent pas à tort et à travers. C'est quand même mieux que ton tonton chasseur ou ta voisine anti-vax qui partage des hoax dans tous ses groupes Facebook et ses discussions WhatsApp. Mais je comprends très bien que les lurkers et lurkeuses ne soient pas vus sous un bon jour, surtout dans le cadre de communautés restreintes, comme certains serveurs Discord. Parce que lurker, ça veut aussi dire guetter, menacer, planer. La polysémie de ce mot est assez édifiante, parce qu'il n'y a malheureusement pas que des lurkers et des lurkeuses comme moi qui se contentent de lire des petites anecdotes, des bons plans et des recettes. Il y a aussi des personnes... Not all lurkers. C'est mon hashtag. Il y a aussi des personnes un peu plus perverses, pleines de mauvaises intentions. Elles vont glaner des informations, des photos, plein de petites choses qui pourraient leur permettre de savoir des choses très personnelles sur qui elles veulent. Et derrière, c'est la porte ouverte à beaucoup de nuisances. Heureusement, il y a des stratégies pour contrer ça. Par exemple, sur Discord, on peut cleaner les chans régulièrement, faire des statuts, des accès restreints, être très régulier parmi les listes des membres. Mais tout ça, c'est du taf de modération, et surtout, c'est toujours relou de devoir se méfier des personnes les plus malveillantes, quel que soit l'espace dans lequel on est. Moi-même, ça me met pas super à l'aise de penser que des personnes dont j'ai aucune idée de l'existence lisent ce que je pense écrire à destination d'une petite poignée de personnes. Donc, après ce long exposé, je me dois de faire mon mea culpa et surtout de prendre une bonne résolution. Dès demain, j'arrête de lurker, sur Discord en tout cas, et je vais contribuer. Parce que donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer. Oh, savoir aimer. C'est très beau. C'est très voilà. beau. Est-ce qu'on a des lurkers parmi nous d'ailleurs? En plus de Karen. Pas du tout. Non, c'est pas trop mon style. Moi, je pense que je peux passer pour un énorme lurker parce que j'ai une liste de serveurs Discord qui est longue comme le bras, mais en fait, le principe, c'est surtout juste que je n'y accède jamais, quoi. Donc, ils sont là, je fais partie de la liste des gens qui doivent être considérés comme des lurkers, mais en tout cas, je me fais pas bannir. Ah non, mais c'est parce que en effet, le système est un peu idiot sur Discord, c'est que il faut ne pas avoir été connecté depuis plus de 7 jours ou 30 ou 31 selon les paramètres, et non pas avoir lu quelque chose depuis. Donc c'est moi, je suis connecté sur Discord, donc il ne me kick pas même quand il fait ce tri là. Mais en effet, j'ai plein de serveurs où je suis un potentiel lurker. Ouais, pareil, c'est pas mon style. Voilà. Pardon. Vous êtes plutôt des contributeurs, du coup. Oui, j'ai tendance à partir du principe que c'est l'idée, en tout cas sur des communautés comme ça. Autant ça m'étonne pas sur, je sais pas, genre, c'est très subjectif, hein, mais sur un groupe, tu faisais référence à des groupes de cuisine ou je sais pas quoi. Je pars du principe que on est dans les règles typiques historiques. Will Hill avait très bien déterminé ça dès le début des années 90 avec sa règle du 90-9-1 avec les 90% de lurkers et les 1% vraiment de créateurs de contenu et les 9% qui interagissent. Et en effet, je trouve que ça respecte parfaitement ces choses-là quand on est sur des groupes où c'est purement de la recommandation avec on appartient à une communauté parce que on vient voir les quelques experts d'un sujet qui sont les grands chefs de cuisine sur une page avec des grands pontes de la cuisine, et donc on suit ce qu'ils font. Il y en a certains, ça leur plaît de dire ah c'est magnifique, ah j'ai tenté cette recette mais j'ai remplacé le poulet par de l'ananas. Référence marmiton pour ceux qui ne l'avaient pas. Et les 90% restants qui sont juste là pour voir, et puis de temps en temps ils lâchent. C'est à ça que servent aussi. Je pense que les lurkers, les réactions sur Facebook ont été inventées pour eux, quoi. C'est je suis là, j'ai vu ce que tu fais. J'aime beaucoup, hein. Bon, je vais rien dire, mais j'ai lâché un j'aime. Et c'est vrai que sur des communautés comme Discord, pour moi, on est beaucoup plus dans quel que soit le niveau d'expert. Après, il y a peut-être des communautés qui sont beaucoup plus spécifiques et où il y a une tolérance et une plus grande compréhension pour ce comportement. Mais en tout cas, dans les communautés que je fréquente, j'ai l'impression qu'il y a la place un petit peu pour tout le monde et que on s'attend à un petit bonjour. Il y a une petite interaction communautaire qui se construit généralement. Donc il y a une base minimale d'interaction qui me semble pas mal. Souzix, qu'est-ce que tu en penses, toi? De premier abord, je me reconnais tout à fait dans la définition que fait Karen. Et de l'autre côté, je me dis, on est quand même en train de faire un podcast qu'on va mettre sur le net, donc on est quand même productif. Donc on n'est pas quand même
si lurker que ça, et je ne pense pas que nous contribuons à faire disparaître le web 2.0, mais j'aimerais bien que tu développes ce point, parce que je vois pas en quoi ça pourrait contribuer à faire tomber le web, vu que déjà il y a beaucoup et beaucoup de choses à lire sur Internet avec le peu de gens qui interagissent. Alors si tout le monde se mettait à parler, ça ferait beaucoup trop de temps à mettre à disposition. Et en plus de ça, je pense pas que tout soit intéressant à lire. Donc ah oui, non, justement, c'était assez ironique. On peut avoir l'impression que si une majorité des gens passent leur temps à ne pas contribuer, ça va faire pas assez de contenu, alors que la vérité est complètement inverse, et que justement c'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui se réfrènent et qui se limitent, qui ne donnent pas leur avis partout. Mais je trouve que c'est bien que les gens qui n'ont rien à dire se taisent, et généralement ce sont des gens qui réfléchissent avant d'agir ou d'écrire, et je trouve qu'on en manque déjà assez comme ça sur Terre, donc c'est une bonne chose qu'il y ait autant de lurkers. Elle réfléchit avant de ne pas parler, du coup, tu penses? C'est exactement ça. Oui, mais en fait, oui. Tu réfléchis et tu te dis, est-ce que ça va vraiment être intéressant? Est-ce que je vais vraiment apporter un truc en plus? Non. Et puis de toute façon, quelqu'un d'autre va le dire. Je vais le lire. Je vais trouver ça nul parce que ça n'apporte rien. J'ai bien fait de me taire ou de pas écrire. Ah, ça, par contre, c'est ce qui me laisse éloigné et un petit peu incompréhensif face à des choses comme Twitter, quoi. T'es tellement dans l'instant et dans la réactivité et l'immédiateté que j'ai toujours l'impression que si je me mettais à taper un truc et à envoyer à contribuer sur cette plateforme, il y aurait déjà quelqu'un qui l'aurait dit, avec une communauté plus importante que la mienne, avec ci, avec ça. Et donc, typiquement, en effet, sur Twitter, je suis totalement un lurker. Je vais regarder les choses que disent des gens, et puis je vais jamais interagir avec quiconque. Je lis ce qui se dit, et d'ailleurs j'utilise Twitter comme un flux en ne regardant sur la plupart de mes comptes, parce que j'ai quelques comptes, que les suggestions de Twitter, et puis je navigue de suggestion en suggestion et jamais je ne vais interagir. Donc sur Twitter, je suis en effet un énorme lurker. Mais après, comme tu le disais, hein, sur Facebook, et pas que sur Facebook, que ce soit sur Insta et sur Twitter, tout est fait pour t'inciter à t'exprimer plus, et c'est un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend dans quel sens on voit les choses, mais du coup plus tu vas t'exprimer, plus tu vas poster de commentaires, plus tu vas liker, poster du contenu toi-même, plus tu vas être vu et plus tu vas avoir de retours des autres, et du coup c'est clairement enfin, oui, et ça c'est intéressant d'ailleurs, parce que sur les médias de presse par exemple, il y avait eu cette tendance au moment des Facebook Connect, avec la possibilité de mettre les fonctionnalités de commentaires sur tous les articles. Tous les médias avaient mis ça en place, et en fait on s'est vite rendu compte qu'en effet la loi du 99.1 était sans doute très généreuse, et qu'il vaudrait mieux que ce soit 99 et 1, et que donc il y avait en effet quasiment personne qui avait un avis intéressant à partager, qui méritait de se retrouver sur la même page que l'article. Et donc les médias ont vite supprimé tous ces espaces de commentaires, à part sur des choses très communautaires où les débats font partie de la chose. Enfin, un site de foot où tout le monde se tape dessus pour dire ah non, l'équipe machin ils ont été très mauvais, etc. Voilà. Mais sur l'actualité à proprement parler, ça a été supprimé, parce que en effet il valait mieux que les gens se taisent et ne fassent que lurker les articles sans avoir leur mot à dire. Et encore, l'insulte arrive généralement dans le commentaire 3. Hein. Je trouve que vous avez une vision plutôt positive du truc, parce que aujourd'hui, quand on demande à une communauté, que ce soit sur YouTube ou autre, de commenter, c'est surtout pour avoir plus de vues, plus d'audience, et donc financièrement plus de revenus. De moula. Comme tu es cynique. Mais toujours, c'est mon rôle. Mais tout tourne autour de l'argent. Bah, c'est que la triste réalité des choses. Et en parlant d'argent, qu'est-ce que Julien en pense? Non, mais moi en fait j'ai j'ai deux types de serveurs Discord. Il y a ceux où je participe beaucoup et ceux où je participe jamais. Mais en fait, ceux que je participe jamais, je vais même pas lire. C'est ça le truc.
c'est que je me restreins à les garder alors que je devrais sûrement pas. Et en fait, pour moi, la définition de lurker, ça a quand même le côté malsain. On va se l'avouer. Quand je pense lurker, je pense vraiment le mec tapis dans l'ombre qui te regarde bizarre. Est-ce que tu mets des notes? Est-ce que tu mets des notes quand même? Tu ne contribues pas, mais tu mets des notes sur les utilisateurs ou pas? Non, j'ai fait quand même. Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire en fait. Je trouve la chronique très bien et je trouve vos remarques très bonnes aussi, pardon. Mais je me retrouve assez proche finalement de ce que tu dis. Ouais, une de mes citations préférées que je disais souvent au travail d'ailleurs, c'est tu parles beaucoup pour quelqu'un qui n'a rien à dire. C'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir parfois de personnes qui sont atteintes de diarrhée verbale complètement incroyable. Et je dis ça alors que vous l'avez probablement tous remarqué à une époque sur le serveur Discord de Podcastéo, j'ai été un moulin à paroles intarissable et c'était assez incroyable. Mais je me rends compte que j'ai énormément de serveurs Discord sur lesquels je suis, mais j'ai un groupe qui est fermé dans lequel j'ai énormément de serveurs Discord qui ne pop que si je suis mentionné et qui sont là uniquement pour que des gens puissent me contacter. Sinon, je ne traîne jamais dessus. Mon temps est trop précieux que pour le passer à scanner des serveurs Discord. J'ai pas le temps du tout de faire ça. Par contre, les communautés dans lesquelles je suis active, là forcément je peux y passer beaucoup de temps, échanger beaucoup, être vraiment impliqué, mais c'est pas quelque chose de général. Et par exemple, Facebook, je n'ai aucune utilisation sociale de Facebook. Je me reconnais assez bien aussi dans ce que Kepra disait par rapport à Twitter. C'est trop rapide pour t'as l'impression que tu vas recevoir un hashtag old à chaque fois que tu postes un truc parce que t'as une heure de retard et tout le monde est déjà passé à autre chose en fait. Et j'ai du mal à suivre un petit peu cette frénésie. J'ai de nouveau pas le temps de passer autant de temps sur Twitter pour vraiment être accroché, donc j'ai du mal à vraiment suivre tout ce qui se passe et j'en ai pas envie. Je vais vraiment me concentrer sur des plus petits noyaux, des communautés beaucoup plus petites où des choses ce qui est assez contradictoire, où généralement des choses plus personnelles sont racontées, et donc la probabilité d'avoir du lurking malsain est plus forte que, par exemple, si on se retrouve sur le serveur de Podcut, par exemple, sur le Discord de Podcut, du lurking, t'as pas forcément énormément de choses qui peuvent se passer là-dedans. On va parler des épisodes, on va parler de ce qui se passe. Enfin, c'est des personnes qui veulent chercher de l'information par rapport au label, par rapport aux productions. Comparé à certains serveurs où tu vas vraiment avoir des gens qui parlent de leur vie, de leurs problèmes, où là, avoir des membres qui sont là, que tu vois connectés constamment, qui mettent un petit like de temps en temps, mais qui n'interagissent jamais, enfin, là, tu peux avoir cette sensation que Julien décrivait de personnes un peu plus malsaines qui... Alors, t'es d'accord, quelqu'un qui rejoint une communauté qui est très très soudée, qui parle constamment, tu viens d'arriver dedans, ça peut être dur de s'intégrer comme dans un groupe dans la vraie vie, entre guillemets, même si la vie en ligne est la vraie vie, on est d'accord, mais rejoindre un groupe en présentiel, et venir s'intégrer et couper la conversation, interagir sur une anecdote à laquelle on ne sait rien parce qu'on vient juste de rejoindre le groupe, ça peut être compliqué, on n'a pas les private jokes, on n'a pas les codes. Donc je peux comprendre que certaines personnes mettent un petit peu de temps en rejoignant une communauté, mais quand ça s'éternise, et à un moment donné, oui, on ressent quand même un malaise de toujours voir ce petit point vert à côté du pseudo, dire cette personne est encore là, cette personne n'a toujours rien dit. Et donc là, je peux comprendre en même temps la sensation. Mais je suis par contre sur beaucoup trop de serveurs Discord, ça c'est clair et net. Et je pense que Instagram est aussi un merveilleux réseau de lurking intensif. Mais bon, là c'est encore différent vu qu'on fait du lurking d'une vie c'est une invitation à pas d'une vie Instagram. réelle. Donc c'est encore autre chose, quoi. C'est du cinéma, donc ça se passe encore différemment pour la majorité des comptes Instagram. Donc ça, c'est un petit peu mon feeling par rapport à tout ça. Et j'ai cette réflexion qui me vient. Est-ce que c'est pas aussi une question d'âge?
Parce que là, on parle beaucoup de tout un tas de médias qui sont régis par l'instantané. Mais justement, comme tu dis, Simon, aujourd'hui notre temps est précieux. Est-ce qu'on n'est pas un peu des boomers qui commençons à vieillir et notre temps est de plus en plus précieux? On a autre chose à faire et donc le temps qu'on lise tout et effectivement qu'on veuille répondre éventuellement quelque chose, c'est old. Et donc trop tard, tant pis, hein, on fait que lurker. Ouais, je sais pas, je pense que ça va vraiment dépendre du sujet. Il y a des sujets sur lesquels je peux perdre, entre guillemets, parce que ce n'est pas perdre du temps, je peux passer énormément de temps à lire, à m'informer pour un sujet qui me paraît pertinent, sur lequel je vais pouvoir produire quelque chose, acquérir du savoir. Ça me pose pas de soucis, mais regarder la vie des autres qui défilent devant moi, là par contre, oui, mon temps est trop précieux, j'ai trop de projets, j'ai trop de choses à faire que je peux pas me permettre de faire ça et suivre le rythme. Je dors déjà 4 à 5 heures par nuit maximum. Si je commence à regarder la vie des autres, ce n'est pas bon pour toi, hein, Simon. C'est pas bon pour moi, mais bon. Mais ouais, moi j'avoue que même si je dis que je manque de temps et tout ça, concrètement, c'est 2-3 serveurs Discord sur lesquels je lurk sans répondre aux gens. J'arrive à avoir le temps de les lire, donc en vrai, répondre à un petit message, ne serait-ce que des fois pour dire courage ou soutien ou tiens, il m'est arrivé la même chose, ou répondre à un truc sur un sujet sur lequel je pourrais aider. En vrai, j'aurais le temps de le faire, mais je sais pas, il y a cette espèce de truc de j'ai jamais interagi avec cette communauté et du coup je continue à ne pas le faire parce que sinon mon apparition va faire bizarre ou je sais pas quoi. Bon, bref, ça fait un petit peu un vu en dessous du poste, quoi. un peu malsain. Mais j'ai écrit cette chronique à cause d'un petit sentiment de culpabilité de lire des choses assez intimes que des gens partageaient alors que je ne les connais pas et qui ne me connaissent pas, et de me dire c'est quand même un peu chelou de faire ça et pas très très honnête. Et vous qui nous écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Arrêtez de lurker un petit peu là tous ces épisodes, réagissez. Le premier qui trouve l'adresse dans des chroniques. Non, sa qualité a déjà fait, c'est trop creepy. Ah. Ils avaient fait sur le ton de la boutade, hein. En gros, t'avais quelqu'un qui était tiré au sort, et il fallait que t'en saches le plus, je pense, sur sa vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, mais c'est du stalking. Et il y a des gens qui ont été très loin. Lurkage. C'est du stalk. Oui, c'est du stalking, ouais. Est-ce qu'on peut pas dire que le podcast est l'appel au lurking optimal, en fait? Parce que c'est une écoute audio dans laquelle tu ne peux absolument pas intervenir, c'est impossible. Tu n'as aucun accès à part si tu fais du live. C'est de l'appel au lurking quand même. Du reverse lurking. Du reverse lurking. Je sais pas si on a fait le tour de la question. Je vois l'horloge qui tourne. Nous sommes déjà proche de la fin de l'épisode. Donc je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter par rapport au lurking. Non. Ne faites pas, c'est pas que ne faites pas ça, mais de temps en temps lâchez un petit pouce, quoi, lâchez un truc. Eh bien, du coup, je pense qu'on va pouvoir tout doucement se dire au revoir, mais je pense que Sous-X va avoir envie de nous faire son petit monologue de fin. Ah, vous nous parler de vraiment pour l'homme sandwich. Mesdames et messieurs, vous le savez, nous le savons, l'école des facs est un podcast extraordinaire, et quoi de mieux pour produire cet extraordinaire podcast qu'un label extraordinaire. Il se nomme Podcut. Et oui, vous l'avez trouvé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne produit pas que l'école des facs. Ça produit aussi tout un tas d'autres podcasts, dont G7, auquel je participe avec Julien ici même, ou bien OK Boomer, fait par Kepra, et tout un tas d'autres podcasts que je vous invite à découvrir sur podcast.studio. Et alors, une bonne excuse pour nous soutenir financièrement. Vous avez des articles toutes les semaines, vous pouvez
être cité, remercié, et éventuellement, pourquoi pas, si vous en avez l'envie, venir participer. Alors là, je parle au nom de l'école des facs, mais vous pourriez venir nous déclamer un de vos sujets sociotech. Pourquoi pas, ce sera intéressant. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com/podcut. On vous y attend nombreux pour laisser votre dîme. Voilà. Ouais, et puis on va faire bientôt des limites, enfin pas des limites, des sub limites. Comment ça s'appelle dans le Twitch game? Des On goals. va changer les objectifs. Sub-goal. Les sub-goals, merci. On va changer les sub-goals pour vous donner encore plus envie de nous aider. Voilà. Donc restez à l'affût. Lurker le Patreon. Très bon Ça, message. c'est du bon lurker. Voilà, très bonne conclusion. Lurker le Patreon. Lurker le Patreon. Patreon.com/podcut. Merci pour ces éclaircissements. Merci pour votre présence face à vos micros ce soir et ces sujets très intéressants. J'ai passé un très bon moment avec vous et j'ai hâte de vous retrouver déjà le mois prochain. Mais d'ici là, n'achetez pas sur Amazon. Arrêtez de lurker. Non, faites ce que vous voulez. Restez vous-même. Faites ce que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne écoute, une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, bon sport, bonne vaisselle, bonne douche. Je ne sais pas ce que vous faites. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.